Dans cette vidéo, on va parler des cyberattaques. L'explosion des cyberattaques est énorme. 25% des entreprises ont subi une cyberattaque en 2021 dans l'Hexagone. Il faut pas se dire si ça m'arrive, mais en réalité, quand ça m'arrivera. Le télétravail aide beaucoup les hackers malheureusement. Car on fait moins attention en étant chez soi, l'ordi utilisé est en général l'ordinateur personnel. Une erreur de la part du DSI ou du patron de laisser les employés utiliser leur ordi perso, mais ça on le verra pourquoi, est moins sécurisé aussi. On fait moins attention et des menaces comme le phishing sont plus compliquées à éviter. Évidemment, faire du télétravail, c'est avoir un bon poste déjà dans la boîte. Et donc être un utilisateur sans doute avec un certain pouvoir dans la boîte. Pouvoir contre lequel le DSI ne peut pas s'imposer sans un sérieux clash et un risque de poste. Et alors, jusqu'à maintenant, on a laissé courir, mais ça change et il serait grand temps. Il faut d'abord comprendre que les criminels préfèrent ça à braquer une banque. C'est moins risqué. Alors, comment se protéger le mieux possible contre les cyberattaques? Les anticiper. Premièrement, avoir une hygiène informatique importante et former les utilisateurs, le plus important. Et une fois formés, les responsabiliser. Autrement dit, si on découvre que c'est l'un d'eux qui a fait une bêtise de cliquer là où il fallait pas, il doit être sanctionné. La règle numéro 1 de tout DSI, c'est de s'assurer que les employés sont bien formés. Donc aussi, il sera responsable si l'employé n'a pas été formé ou si le DSI n'a pas fait la demande. Dans le cas où il a fait la demande au patron que le patron a refusé, le DSI est déchargé de sa responsabilité. Il va falloir les former à repérer du phishing. Il y a aussi des pièces jointes avec des exécutables cachés derrière une image alléchante par exemple ou des macros Office qu'on utilise dans Word ou Excel. En deuxième point, donner les moyens financiers au DSI ou RSSI, responsable informatique, pour l'achat du matériel, former les collaborateurs du DSI mais aussi les utilisateurs et acheter des logiciels au besoin. En troisième point, identifier les logiciels et données critiques. Toutes les données sont pas forcément vitales. Il y a une vraie recherche à faire sur ce point. En quatrième point, un accès verrouillé aux fichiers en fonction des employés. Par exemple, le comptable de l'entreprise n'a pas besoin forcément d'utiliser ou d'accéder aux fichiers du créateur, du dessinateur industriel, ou n'a pas besoin non plus d'accéder aux données du médecin, des choses comme ça. Donc bien segmenter les utilisateurs en fonction de leur métier pour pas que un puisse accéder aux fichiers des autres, ça protège un minimum, ne serait-ce que déjà par souci de confidentialité. En cinquième point, prévoir des PRA, des plans de reprise d'activité, avec bien sûr forcément des sauvegardes efficaces et pourquoi pas, mais là ça coûte aussi cher, des systèmes secondaires qui permettraient de reprendre tout de suite le travail. Qui dit sauvegarde efficace dit aussi archivage, car l'ensemble des sauvegardes dans certains cas peuvent être complètement corrompues. Donc le efficace sous-entend beaucoup de choses qu'on verra prochainement. En sixième point, une charte informatique solide dont les utilisateurs ont bien pris connaissance, qu'ils doivent respecter, signer sous peine de sanctions s'ils n'ont pas respecté cette charte informatique. En septième point, éviter les dettes de compétences, autrement dit éviter les prestataires. Une faille de sécurité non négligeable de faire appel à des prestataires. Donc des fois on n'a pas le choix. Dans ce cas, vraiment bien cadenasser la chose, vraiment être très très sérieux sur ce point. Il y a aussi bien sûr, globalement, en huitième point, on peut parler du télétravail et du cloud. Ici, il y a aussi une politique importante à mener, mais ça sera l'objet plus approfondi dans une vidéo, car on ne peut pas détailler, là c'est vraiment une vidéo généraliste. De nouvelles technologies existent pour aider à se protéger, outre le simple antivirus ou firewall. On verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Mais ne pensons pas qu'un antivirus installé, c'est la garantie de ne pas avoir de soucis. C'est totalement faux. Même un firewall. La plupart du temps, les attaques, c'est des ransomware. Mais on peut aussi trouver des fuites de données pour une revente. Des fois, les deux attaques sont combinées. Les pirates attendent bien que quasi toutes les données du réseau soient cryptées pour se manifester et déclarer leur cyberattaque. Autrement dit, il y a de forts risques que vos données de vos sauvegardes soient corrompues. Il faut alors un système de sauvegarde solide qui sera détaillé dans une prochaine vidéo pour espérer avoir une solution et rire au nez des hackers. Les pirates ajoutent un compte à rebours pour bien ajouter du stress et de l'inquiétude à la petite boîte. Ils demandent en général une rançon sous forme de crypto-monnaie. Ne pas payer la rançon même si on a très envie par peur de voir sa boîte détruite. Quand on s'aperçoit de la cyberattaque, on doit prendre du recul. Et avec les décideurs, réfléchir à comment agir, mais ne pas foncer tête baissée et avoir des process de gestion de crise qui seront utilisés lors de la cyberattaque. Le premier réflexe à avoir lorsqu'il y a une cyberattaque, c'est de débrancher du réseau les machines suspectées infectées. Mais attention, il ne faut pas les éteindre car vous risquerez d'effacer certaines traces des hackers. Auditez l'ensemble du système
informatique et déclarer à la CNIL le hack, et même en amont si on a des données utilisateurs. Pour cela, faire appel aux professionnels fournis par l'État pour vous aider et enquêter sur la cyberattaque. La police interviendra aussi dans le cas du hack et si ce n'a pas été fait avant. Les enquêteurs de l'ANSSI ou les policiers qui seront en charge de l'enquête essaieront de négocier avec les hackers, de prouver qu'ils sont capables de restaurer les données cryptées. Il s'est avéré que des fois, les attaquants ne sont même pas ceux qui ont fait des ransomware et sont incapables de restaurer les données. Il faudra aussi chercher à avoir des preuves de l'attaque. On verra ça prochainement, comme par exemple l'adresse IP de l'attaquant, les horaires d'attaque, pour espérer que votre assurance vous dédommage éventuellement. Souvent, durant l'enquête, on s'aperçoit que c'est l'employé qui a fait une bourde, volontaire ou involontaire. On commence à avoir des surprises de ce côté-là. Par exemple, pour faire bref, un employé qui a été approché par un hacker ou un employé qui lui-même a les moyens de mettre en l'air l'entreprise peut très bien, pour gagner beaucoup d'argent, être auteur de la porte, de la faille qui a permis au hacker de rentrer. C'est beaucoup plus compliqué après, ça se corse vraiment dans ces cas-là, surtout pour l'employé bien sûr, mais il faut arriver à le prouver, donc on a des petites surprises, c'est pas toujours involontaire. Une fois l'ensemble de l'attaque trouvé, il faudra repartir sur un système propre et s'assurer qu'il n'y a pas un bout de virus qui reste caché sur un des PC. C'est pourquoi il faut repartir de base en général, nouveau périphérique, nouveau PC, installer les serveurs, les puces depuis des sources sûres des éditeurs de logiciels. On pourra aussi, pour limiter les coûts, fonctionner en mode dégradé, mais pas trop longtemps. Vous l'avez compris, les cyberattaques explosent et avoir des utilisateurs formés est essentiel, pas juste de la petite sensibilisation. Avec un permis d'utilisation d'ordi, un peu comme le permis de conduire devient nécessaire. On travaille sur ce point de notre côté, avoir ce fameux permis. Une fois ce permis en possession de l'utilisateur, on pourra alors enfin le responsabiliser, car là, on l'excuse toujours. Et c'est là aussi que vient le souci. C'est peut-être pas très sympa de dire comme ça, mais c'est la réalité de la chose. Stop de ne pas responsabiliser l'utilisateur. Évidemment, lui, il peut aussi se décharger s'il a dit « moi, j'ai besoin de formation et personne ne me forme ». Là, il pourra se protéger aussi. Tout n'est pas forcément de la faute de l'utilisateur. Au patron aussi de le former si nécessaire ou de, lorsqu'il embauche le salarié, s'assurer qu'il a un certain bagage au niveau cybersécurité. Les utilisateurs qui sont à risque, on les met sur un réseau dédié, plus serveur du fichier dédié isolé. Bref, en gros, un réseau dédié, un système dédié pour eux. Comme ça, on se dit, s'ils font des bêtises, le reste du réseau ne sera pas impacté. Un réseau bien configuré et des utilisateurs formés, c'est la sécurité quasi assurée. Et du moins, de ne pas se faire avoir aussi bêtement que les techniques classiques de hacker. Abonnez-vous, likez et laissez-moi un petit comme, ça fait très plaisir et ça me motive. Merci.